quelques mots, et puis ceux qui souhaiteront prolonger l'étude du livre, il y aura une petite séance de dédicace après. J'avais souhaité, en lisant des choses sur le président Georges Pompidou, notamment les lettres qui avaient été publiées sous la direction d'Alain Pompidou en 2012, prolonger l'étude de ce que pouvait apporter l'étude de Georges Pompidou aujourd'hui, que ce soit ses réalisations qu'on a tendance à minimiser, à oublier aujourd'hui, et puis surtout sa philosophie politique, puisque sa vision industrielle procède d'une vraie vision politique, d'une vraie vision philosophique. C'est un homme qui était passionnant sur sa personnalité, au-delà de ses réalisations politiques, qui avait une dimension humaine, culturelle, littéraire, qui avait un grand sens des mouvements du monde, qui était drôle, qui avait des yeux malicieux. Je ne sais pas si vous me contredirez là-dessus. Et puis surtout, qui a fait énormément pour notre pays. Et je pense qu'à l'heure où on appelait, il y a quelques années, que notre pays traversait une crise, même si on s'aperçoit qu'en fait c'était plus un changement de modèle, que le président Pompidou et le Premier ministre Pompidou, qui a dirigé la France donc, pendant plus de 12 années, 6 années en tant que Premier ministre et 5 pleines en tant que président de la République, pouvaient nous délivrer un message, avant tout un message d'espoir. J'ai appelé le livre « Le dernier président qui a fait gagner la France ». C'était pas pour être polémique, c'était pas pour être insultant envers les autres, mais c'était surtout pour appuyer que un président pouvait gérer positivement le pays, qui pouvait faire de grandes réalisations, qui pouvait permettre à un peuple de se retrouver heureux. Pour ceux qui se rappellent, il y avait une de Valeurs Actuelles il y a quelques années qui rappelait la France heureuse. On dit souvent que les années Pompidou étaient les années du bonheur de la France. Et c'est quelque chose que l'on ne doit pas oublier, malgré les crises, malgré les violences que l'on peut connaître, malgré le chômage, malgré toutes les mutations négatives que l'on a subies ces dernières années, et encore plus les dernières années depuis 2012, malheureusement. Mais voilà, sans être trop politicien. En tout cas, c'était quelque chose qui m'a beaucoup structuré d'étudier Georges Pompidou. Je pense que c'est quelqu'un qui est sous-estimé dans l'opinion populaire. Aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'il disait que les peuples heureux n'avaient pas d'histoire et qu'il souhaitait justement qu'on ne se rappelle pas forcément de son histoire à lui en tant que président et de la France sous Georges Pompidou. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même de manière indéniable un changement à opérer dans la gestion du pays, dans la façon qu'on peut avoir d'appréhender les mouvements, dans la façon de procéder et surtout dans la façon d'appréhender la politique. Georges Pompidou n'était pas quelqu'un qui courait après les postes, il n'avait pas été député avant d'être Premier ministre, il n'avait pas été maire, il n'avait pas eu un parcours politique classique, mais c'est quelqu'un qui, quand il était en fonction, a tout fait pour le bien du pays, et c'était quelque chose qui est admirable parce qu'il aurait pu se reposer sur des rentes, et il a toujours considéré qu'il fallait agir pour le pays, peu importe l'opinion qu'on pouvait avoir dans la presse, peu importe les choses négatives qu'il fallait faire. Il n'était pas dans la démagogie, et c'est quelque chose qui a depuis malheureusement un peu disparu. Je voudrais faire une mention spéciale tout d'abord à monsieur Olivier Stern, qui a été plus jeune député sous le général de Gaulle et qui a été ministre sous Georges Pompidou, et qui nous fait l'honneur et la gentillesse de venir. Et puis, grâce à lui, j'ai aussi pu rencontrer monsieur professeur Alain Pompidou, qui m'a fait du coup l'honneur d'avoir préfacé le livre et aussi de m'avoir beaucoup conseillé sur l'écriture, sur les relectures. Et je pense qu'on peut les applaudir parce que dans la vie, il y a des gens... Dans la vie, il y a des gens qu'on connaît bien et dont on peut attendre des choses, et parfois on est déçu. Et puis il y a aussi parfois des gens qu'on connaît peu et qui nous aident de manière très généreuse. Et en tout cas, c'était une belle rencontre de vous rencontrer tous les deux, et je vous laisse la parole, monsieur le ministre. Je me sens en famille chez vous et je suis très heureux d'être là, à un moment en plus où les Français se posent des questions sur leur avenir et où il y a une profonde tristesse. Moi qui participe à la vie politique de la France depuis 55 ans, je n'ai jamais connu une morosité aussi forte qu'aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'on aurait besoin de la parole de Georges Pompidou pour redonner un peu le moral aux Français qui en ont besoin. C'est vrai que j'ai beaucoup appris de Georges Pompidou. D'abord, c'est la première fois que j'étais déjà député sous le général de Gaulle, mais avant d'être député sous le général de Gaulle, je connaissais déjà Georges Pompidou grâce à Alain. Il avait sa maison de campagne à Orvilliers, moi j'en avais une pas très loin, et on se connaissait déjà. Et je dois dire que la succession du général de Gaulle n'était pas facile. Il fallait un homme de la trempe de Georges Pompidou pour s'imposer et pour être un grand président. Mais Georges Pompidou avait des qualités assez exceptionnelles pour un homme politique en tout cas, parce qu'il était à la fois un homme de culture, il aimait l'art, vraiment, profondément, il s'y connaissait en peinture et dans des tas de disciplines artistiques, et en même temps, il avait une profonde culture économique qu'il avait acquis à la banque Rothschild et dans sa vie personnelle, et donc il savait à la fois lancer l'économie française, c'est lui qui a créé, qui a accentué très fortement l'industrialisation de la France. Et en même temps, musée Georges Pompidou, etc., la culture exprime aujourd'hui combien cet homme était un homme de culture. Et il avait vraiment les deux facettes chez lui, mais c'était sa personnalité. Et en plus, c'était un homme chaleureux, qui avait l'esprit de famille, je le dis de Alain. C'est vrai, quand on était dans leur maison quai de Béthune, on se sentait un peu en famille, et d'ailleurs Alain est le parrain de mon fils aîné. Et je dois dire que cette atmosphère familiale profonde qui a fait partie de sa vie, et de son équilibre probablement, frappait ceux qui sont habitués à la vie politique et qui observent qu'au contraire, c'est rare. Le général de Gaulle aussi avait une famille forte, mais beaucoup moins. Et Georges Pompidou savait allier les trois. Une vie de famille profonde et réelle, avec un équilibre personnel très fort, en même temps, des capacités économiques incontestables et une culture littéraire, les mémoires de Georges Pompidou, les choix qu'il faisait des grands écrivains, et en même temps, son amour de l'art en ont fait une personnalité très complète qui, en effet, parce qu'il avait une certaine modestie, n'est pas encore suffisamment connu des jeunes Français. C'est pour ça que le livre que Michael vient d'écrire est important, et j'espère qu'il sera largement lu parmi les jeunes générations pour que ceux-ci puissent apprécier le moment où la France a eu un grand président. Malheureusement, il nous a quittés trop tôt, emporté par une maladie assez terrible, qui l'a fait souffrir. Il a gardé sa tête jusqu'au bout. Mais je me souviens des derniers conseils des ministres où, pour ne pas hurler de douleur, il tenait la table comme ça. J'étais de côté, je voyais, et c'était difficile. Mais il est resté impassible et il a gardé sa tête jusqu'au bout. Je crois d'ailleurs avoir, c'est ce que m'a dit Balladur, le dernier mot écrit de la main de Georges Pompidou, la veille de sa mort. Il était à Orvilliers. Et il m'avait envoyé quelques jours avant en Égypte voir sa date. Il fallait se réconcilier avec l'Égypte. Et quand je suis revenu, je crois que la mission s'était bien passée, j'avais fait un rapport que j'avais passé au secrétariat de Georges Pompidou. Et sur ce rapport, il a marqué « Stirn m'en parlait », la veille de sa mort. Et Balladur m'a dit « C'est les derniers mots, à ma connaissance, écrits de sa main, soit que nous avons de Georges Pompidou. » C'est vous dire combien je suis heureux de me retrouver aujourd'hui parmi vous, de féliciter Michael pour son livre, de remercier Alain d'avoir préfacé ce livre. Je le lirai maintenant avec beaucoup d'attention et je me permettrai de t'envoyer un commentaire. En tout cas, merci à vous tous de
pour d'être là, parce que vous avez connu d'une façon ou d'une autre, ou apprécié le président Georges Pompidou, il le méritait bien. Cher ministre, cher Olivier, comme tu l'as rappelé, nous nous connaissons depuis des temps ancestraux, on ne dira pas depuis combien d'années, parce que de toute façon, nous ne sommes pas sous la coupole, mais nous sommes néanmoins immortels, et notre amitié est immortelle en tout cas. Et puis, les jeunes générations arrivent derrière nous, et sans nous pousser, avec beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, ils ont rendu un hommage sur des témoignages, sur la personnalité de Georges Pompidou qui nous a marqués l'un et l'autre. Moi tout petit, toi très jeune, extrêmement jeune même. J'ai été marqué aussi par la personnalité de ton père. Ton père qui était, quand je l'ai rencontré, préfet de Bretagne, préfet à Rennes, et qui avait des chiens magnifiques et qui m'impressionnait beaucoup. Et puis ta mère qui était un peu plus effacée, du genre Madame de Gaulle, mais elle faisait pas la soupe. Néanmoins, il y avait un lien très fort entre tes parents comme avec mes parents. Donc on a été élevés avec des parents unis et aimants. Et je crois que c'est une grande chance, parce que à l'époque c'était moins rare qu'aujourd'hui, mais néanmoins on en a bien profité l'un et l'autre. Et ça nous a donné aussi un équilibre familial avec les aléas de la vie, bien évidemment. Et que, mon cher Michael, je vous souhaite d'avoir cet équilibre parfaitement dosé entre la famille d'un côté, les activités professionnelles et un peu de politique de l'autre, bien évidemment. Tout ça pour vous dire que lorsque Olivier m'a proposé de rencontrer Michael, je me suis dit, mais bon, on va voir. Et puis tout de suite, j'ai été séduit. J'ai été séduit par son enthousiasme, j'ai été séduit par son engagement, j'ai été séduit par sa pugnacité, et puis j'ai été séduit par sa plume. Il a une excellente plume et il a réussi à sortir 200 pages, mais comme ça, c'est sorti sans doute sans douleur, mais c'est toujours difficile d'écrire. Et c'est un très beau témoignage, c'est de la part d'un jeune, c'est un très beau témoignage, j'espère qu'il sera lu, j'espère surtout qu'il sera intégré et qu'il sera mis en pratique. C'est le moment ou jamais. La France est en train, comme tu l'as dit, la France, effectivement, la France, elle s'ennuyait en 68 et là, elle est un peu désespérée. Mais il y a une grande mobilisation hier, que personne n'attendait. Peu importe pour qui, mais il y a eu cette mobilisation. Et personne ne l'attendait, cette mobilisation. Et véritablement, on pensait que ces Français qui étaient recroquevillés sur eux-mêmes n'allaient pas aller se déplacer dans les urnes. Ben, ils sont déplacés. Ils sont déplacés et ils sont déplacés sans rancœur, avec enthousiasme. Ce qui n'est pas le cas de certains autres. J'ai dit sans rancœur. Et véritablement, je pense que cet ouvrage arrive vraiment au bon moment. Il arrive au bon moment où la France a besoin de se redresser. En 1944, il y avait la guerre, et mon père et ma mère étaient ensemble sur les Champs-Élysées. Ils voient J'étais pas, mais il me l'a raconté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de babysitter, et puis c'était 1944, elle était en pleine guerre, et c'est ma chère tante qui m'a gardé. Mais il m'a raconté qu'ils avaient vu le général de Gaulle, ça les avait impressionnés. D'ailleurs, 8 jours après, il écrit au chef de cabinet du général, j'en ai un peu assez dès qu'il est rose à la rose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Pour moi, je ne demande rien d'extraordinaire, mais je veux participer à la reconstruction de ce pays. C'est ses propres termes. Et en fait, ce n'était pas un carriériste, il voulait véritablement s'engager pour la reconstruction du pays. Puis le général de Gaulle s'est rendu compte, ça a pris quand même un mois ou deux, parce qu'il voyait un jeune normalien. Alors c'est pas le normalien sachant écrire qui l'a impressionné, il avait vu Giraudoux, Claudel, Igor et quelques autres avant, parce qu'il pensait que l'élite, c'était pas les Saint-Cyriens, l'élite c'était les littéraires. Et avoir un littéraire à son cabinet, il s'en foutait de la façon dont il écrivait. Mais ce qui était important, c'est qu'il s'est rendu compte tout de suite
que Georges Pompidou avait des capacités de synthèse et de rassembler autour de lui. Et comme tu le sais, c'était pas simple ce qui était autour du général. Il y avait toutes les tendances. Il y avait toutes les tendances, y compris les tendances de ceux qui ont essayé de trucider en 1969, avant la présidentielle. On en a parlé dans un colloque organisé par l'Institut Georges Pompidou récemment. C'était pas simple. Et toujours est-il que finalement, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste que finalement, Georges Pompidou a marqué son époque et les époques qui sont venues après par son érudition. C'était un humaniste, c'était un érudit. Il a marqué son époque également par sa fidélité au général de Gaulle pendant 25 ans. Ensuite, les choses se sont un peu distendues, mais néanmoins, et j'en parlais avec le secrétaire général de la Fondation Charles de Gaulle avant-hier, il me dit, mais quand même, en 69, il y a une grande rupture. Je lui dis, oui, il y a peut-être une rupture, parce que le général n'avait pas compris ce qui se passait en 68, il y avait eu son départ, parce que le général a toujours été tenté par le départ. Quand ça n'allait pas bien, il s'en allait, puis il attendait de pouvoir revenir, mais là, il est revenu de par lui-même. Et je lui ai dit, mais ce qu'il faut bien noter, c'est que quand même, Georges Pompidou, depuis 1945, était devenu trésorier de la Fondation Anne de Gaulle, qu'il est devenu ensuite secrétaire général, et que pendant cette période où on a tendance à dissocier un peu la période de 69, le général de Gaulle et son principal collaborateur Georges Pompidou, candidat à la présidentielle, il n'a jamais été déchargé de ses fonctions à la Fondation Anne de Gaulle. Et ça jusqu'à la mort du général. Je crois que c'est une marque de confiance qui est importante, qu'il faut rappeler. Et je terminerai simplement en vous taquinant un tout petit peu. Vous avez dit, quand on interrogeait Georges Pompidou sur ce qu'il voulait qu'on retienne de son mandat, vous avez dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire, et effectivement Georges Pompidou a fait qu'on n'ait pas eu d'histoire. Non, il a continué en disant les peuples heureux n'ont pas d'histoire, ce dont je veux qu'on se souvienne, c'est que la France a été, pendant ma présidence, dans une période heureuse. Et comme l'ont dit certains, le général de Gaulle, c'était la France, Georges Pompidou, c'était les Français. Vous en êtes le témoignage, et merci d'avoir pris le temps d'écrire. Merci de m'avoir écouté sur le titre, parce que j'ai protégé votre carrière politique à venir. Mais on a eu des discussions, parce qu'il est très têtu, et moi aussi. Alors, vous savez, quand vous mettez deux têtus ensemble, on finit par trouver un accord. Et votre titre est excellent, votre ouvrage est excellent, et toutes les félicitations, et que cet ouvrage vive, et qu'il imprègne, en particulier ceux qui vont se trouver aux affaires dans les mois qui viennent et pour une période quinquennale. Merci infiniment à vous deux pour vos témoignages. Donc je tiens aussi du coup à saluer la présence de l'Institut Georges Pompidou avec notamment Patricia Demeure. Il y a son secrétaire général. Ah, monsieur Flouiron est là. Ah bah venez. Non, venez. Venez. Pour présenter l'institution. Venez ici, on va. Et donc pour ceux que ça intéresse, l'Institut Georges Pompidou qui a une énorme collection d'archives, de données, mais je vais peut-être justement vous laisser dire un petit mot, le présenter. Et pour ceux qui seraient intéressés de poursuivre les connaissances et puis de participer à vos colloques, ça peut être intéressant de vous inscrire. Donc Patricia Demeure aura déjà mis beaucoup de papiers concernant l'Institut, donc n'hésitez pas à la voir. Merci beaucoup Mickaël, merci de nous donner cette magnifique occasion de parler de Georges Pompidou. Je crois qu'effectivement, tout le monde l'a rappelé, le contexte fait que la mémoire de Georges Pompidou nous parle très fortement aujourd'hui, donc on est très heureux que vous nous donniez cette occasion-là. Et on est très heureux, au nom de l'Institut Georges Pompidou, effectivement, de nous associer à la parution
de votre ouvrage. En 2 mots, l'Institut Georges Pompidou est une association reconnue d'utilité publique qui est chargée de faire vivre la mémoire de Georges Pompidou. Elle a été créée à la fin des années 80 par les principaux collaborateurs de Georges Pompidou, mais elle ne se résume pas aux anciens collaborateurs de Georges Pompidou. Michael en est l'exemple avec justement ce témoignage de mélange des générations, de gens qui ont connu Georges Pompidou, qui ont travaillé avec Georges Pompidou, et de gens qui ne l'ont pas connu et qui l'apprécient, à la fois grâce aux réalisations par lesquelles nous vivons aujourd'hui, à la fois par également les messages qu'il véhicule aujourd'hui, et l'actualité est remplie justement d'exemples qui nous aident à puiser dans Georges Pompidou beaucoup d'inspiration. Donc nous sommes une petite association, nous organisons d'assez nombreuses manifestations tous les ans, à la fois universitaires, scientifiques, à la fois également plus largement de communication sur la personne, sur l'œuvre de Georges Pompidou. Georges Pompidou également dans les années 60 et 70, parce que Georges Pompidou est un homme de son temps, et c'est un homme des grandes mutations de son temps, et un acteur au sens propre, un acteur actif de son temps. Et donc nous publions également des livres issus de nos travaux sur Georges Pompidou, et nous serions très heureux de vous accueillir à l'occasion de nos prochaines manifestations avec le bénéfice de cette belle soirée que nous offre Michael ce soir. Merci beaucoup, Michael. Bien, pour ceux qui veulent boire, il y a un bar qui est ouvert. Je voulais rajouter. J'ai juste un petit peu de pub. On a fait de la pub sur l'Institut Georges Pompidou. À la suite de l'ouvrage de Michael, dans la foulée de l'ouvrage de Michael, j'ai sorti un livre sur Claude Pompidou, c'était ma mère, où vous allez découvrir la prestance de Claude Pompidou et ce qu'il y avait derrière, parce qu'il y avait un sacré personnage. Mais dans la foulée de l'ouvrage publié aujourd'hui par Michael Miguer, César Armand ici présent, un jeune pompidolien aussi, et plein d'avenir, j'imagine. S'il est pompidolien, c'est qu'il est plein d'avenir. En tout cas, nous préparons ensemble un ouvrage sur Claude et Georges Pompidou, l'art et la culture, qui sortira en novembre 2017 après une superbe exposition à Chambord de 100 toiles de Claude et Georges Pompidou ou de leurs amis peintres. Voilà. En tout cas, pardon de vous d'avoir fait un peu de publicité, mais merci de votre accueil et j'espère à très bientôt. Et pour ajouter sur la publicité, je vous encourage tous à acheter le livre Claude, c'était ma mère, que Alain Pompidou a sorti il y a un mois maintenant, je crois, et qui est passionnant. Donc pour tous ceux qui veulent, séance de dédicace, et pour ceux qui souhaitent quelque chose de plus convivial, d'institutionnel, les cocktails.